Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public. En public à l'école alsacienne, devant un public nombreux, légèrement mouillé, mais qui a affronté la pluie avec courage pour arriver jusqu'ici. Merci une nouvelle fois à l'école alsacienne de nous accueillir et nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, David Jayes, essayiste et président d'une société de conseil, Antoine Fouché, essayiste et président d'une société de conseil, si avec ça on n'est pas conseiller, et Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Laïcité, c'est quoi le problème ?» Et il est chapeauté ainsi, 120 ans après, où et quand la loi de 1905 s'applique-t-elle? Faut-il la renforcer? Comment font les autres pays? Notre prochain enregistrement public, ici même à l'école alsacienne, aura lieu le dimanche 11 janvier, et on peut déjà s'y inscrire. Mercredi, nous mettrons en ligne l'enregistrement de nos échanges avec le public tout à l'heure. Et je vous rappelle que toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, d'un compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Quand je dis que vous pouvez vous y abonner gratuitement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous y abonner en nous soutenant. Et vous pouvez même nous soutenir sans vous abonner au compendium. J'insiste sur le fait que nous sommes dans les 3 dernières semaines de décembre, celles pendant lesquelles vous pouvez déduire de vos revenus de 2025 le soutien que vous allez nous apporter et dont, comme vous le savez, nous avons le plus grand besoin. C'est la condition même de la poursuite de ce podcast. Venons-en maintenant au premier des 2 sujets que nous avons choisis. Contrairement à la tradition ou aux habitudes, nous commencerons par le sujet international et plus précisément par le nouveau rapport de force entre la Chine et l'Europe. Au cours des 12 derniers mois, l'Europe est devenue le premier excédent commercial de la Chine devant les États-Unis. Cet excédent a atteint 310 milliards de dollars. Depuis 2019, le surplus chinois vis-à-vis de l'Europe a presque doublé et tout porte à croire qu'avec les droits de douane de Trump, qui ferment en grande partie la porte du marché américain aux exportations de l'Empire du Milieu, ce phénomène est appelé à s'amplifier et à durer. Cela traduit l'impressionnante montée en puissance de la Chine dans un grand nombre de technologies, notamment dans les industries vertes, sur lesquelles l'Europe se retrouve désormais dans un renversement du rapport de force en position de demandeur. Face à la Chine sur le plan économique et commercial, l'Europe n'est plus ou est moins naïve. Elle filtre les investissements, elle applique des droits de douane sur les biens bénéficiant de subventions à la production comme les voitures électriques. Elle travaille à desserrer les taux de sa dépendance en ressources de base comme les terres rares et les aimants permanents. Elle prend des mesures commerciales fortes comme les quotas qui s'appliqueront pour l'acier et l'inox au 1er janvier prochain. Elle se convertit à l'idée de préférence européenne, notamment pour les achats publics. Début décembre, le commissaire Stéphane Séjourné a porté à Bruxelles un texte pour conditionner les investissements en Europe à des transferts de technologie. Ces mesures révèlent un changement de logiciel de la Commission européenne dans un rapport de force de plus en plus tendu avec Pékin. La prise de conscience des vulnérabilités stratégiques européennes gagne des pays pour qui le libre-échange était auparavant l'alpha et l'oméga, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou les pays scandinaves. Pour sa 4e visite d'État en Chine depuis 2017, Emmanuel Macron, qui en 2023 était accompagné par la présidente de la Commission européenne, a été bien seul face à Xi Jinping. Les Chinois sont aujourd'hui en position de force dans presque tous les domaines. Les contentieux entre la France et la Chine s'accumulent. L'Ukraine en est l'exemple le plus patent, à l'heure où Donald Trump cherche à précipiter un accord de paix au risque de s'aligner sur les positions de Vladimir Poutine. Bientôt 4 ans après l'invasion russe, Pékin n'a jamais faibli dans son soutien diplomatique et industriel à l'effort de guerre russe. Le numéro 1 chinois a opposé une fin de non-recevoir à la demande du chef de l'État français de faire pression sur la Russie. Le président français a également pressé son hôte sur le front économique en quête d'un grand rééquilibrage avec, là aussi, une réponse fuyante de l'usine du monde qui déverse ses surcapacités industrielles aux 4 coins de la planète. Sur cette question, Nicole Niesotto. C'est peu dire aujourd'hui que l'Europe n'est pas à la fête.
Il y a un an, on a eu le rapport Draghi qui pointait le déficit de compétitivité de l'Europe par rapport à l'économie américaine. Il y a quelques mois, on a eu le rapport des services secrets allemands pointant le déficit de sécurité et de défense de l'Europe face à la menace russe. Il y a 2-3 jours, on a eu le rapport américain, le National Security Strategy, accusant l'Europe de disparition civilisationnelle et encourageant l'Europe à devenir une Europe d'extrême droite, sinon une Europe fasciste. Et depuis quelques semaines, donc tous ces rapports alarmants sur notre déficit commercial effectivement spectaculaire par rapport à la puissance chinoise. Donc ça fait beaucoup pour l'Europe, ça fait beaucoup de crises en même temps et beaucoup de stratégies de réponse à mettre en œuvre très vite en même temps. Il s'agit de gérer la menace russe, la trahison américaine, et ça c'est très très fort, et puis la compétition technologique et commerciale chinoise. Alors la première question moi que je me pose quand j'ai réfléchi un peu à cette histoire, c'est est-ce qu'on va pouvoir gérer toutes ces priorités en même temps? Je crois qu'on peut pas les isoler des unes des autres, parce que notre relation à la Chine dépend aussi de ce que disent de nous les Américains. Et maintenant que les Américains nous menacent d'extinction et appellent l'émergence d'une Europe autoritaire d'extrême droite, eh bien c'est tout bénef, je pense, pour la Chine. Et donc on peut pas délier les sujets. Et la question pour l'Europe, c'est quelle va être malgré tout la priorité en termes budgétaires que les États membres donneront. Est-ce que c'est d'abord contrer la menace russe? Est-ce que c'est rétablir un équilibre commercial? Est-ce que c'est se protéger contre la contre-révolution autoritaire américaine? Et donc ça, c'est une vraie question et qui, je crois, oriente l'avenir de l'Europe dans les prochains mois. Maintenant, pour en revenir précisément aux relations entre l'Union et la Chine, on se souvient qu'en 2019, les Européens avaient établi une stratégie à l'égard de la Chine, dans laquelle elle était qualifiée de trois substantifs importants. La Chine était partenaire de coopération et de négociation, concurrent économique et rival systémique dans la promotion des modèles de gouvernance. À l'époque, les Européens avaient refusé de ce que demandaient les Américains, c'est-à-dire de qualifier la Chine d'adversaire stratégique. Ils avaient simplement mis rival systémique. Aujourd'hui, donc 6 ans après, on s'aperçoit que la relation s'est profondément dégradée entre l'Union européenne et la Chine, et en particulier, vous l'avez dit, sur la dépendance européenne par rapport à certains minerais dont les terres rares, mais surtout sur le déficit commercial qui est quand même étonnant de la part de l'Europe, qui a été pendant très longtemps la championne du commerce mondial, qui est le premier partenaire commercial de la Chine. La Chine est elle-même notre 3e partenaire commercial, et ça a une importance absolument phénoménale quand on sait que les deux pays ensemble, Chine-Europe, c'est 30% du commerce mondial et c'est un peu plus de 34% du PIB mondial. Donc c'est un déséquilibre qui peut avoir des répercussions stratégiques très importante. Alors, la question que je me suis posée, mais c'est pourquoi une puissance aussi connue pour son excellence commerciale est-elle arrivée à ce niveau de déficit? Je crois qu'il y a deux raisons. Là, il y a la raison conjoncturelle de Donald Trump, qui effectivement dans la politique de tarifs a conduit à ce que l'Europe soit inondée maintenant de produits chinois. Mais la deuxième raison, c'est une raison proprement européenne, qui sont premièrement les divisions de l'Europe sur la politique à l'égard de la Chine. Et là, je vais prendre l'exemple de l'automobile. L'automobile européenne ne représente plus aujourd'hui que 20% de l'automobile mondiale et l'automobile chinoise plus de 30%, ce qui est un renversement total des équilibres. Et pourquoi on est divisé? La France voulait que la Commission mette des droits de douane élevés sur les voitures électriques chinoises. L'Allemagne s'y est refusée parce qu'elle exporte encore beaucoup en Chine, ce qui fait qu'on avait véritablement une division très forte dans la politique à mener à l'égard de la Chine. Et la deuxième raison, c'est notre idéalisme libéral, c'est-à-dire on n'a pas vu l'évolution de la mondialisation. On a cru que la Chine serait toujours l'atelier du monde, où on fabriquerait pas cher des t-shirts et autres choses de première
première nécessité. Et on n'a pas vu que la Chine restait l'atelier, mais qu'elle devenait aussi la plus grande puissance technologique du monde, avec les États-Unis, en particulier s'agissant donc des panneaux solaires, de l'automobile, des médicaments, etc. Et c'est cela qu'on en découvre aujourd'hui, ce renversement de puissance à notre détriment. David Jez. D'abord, il faut comprendre que la Chine a une accélération industrielle sans précédent depuis la fin du Covid, avec l'émergence dans certains secteurs de l'économie de ces gigafactories qu'on appelle les dark factories, c'est-à-dire des usines d'une taille immense où presque tout est automatisé. Et vous savez qu'un capital investisseur qui s'appelait Marc Andreessen disait dans les années 2010, le logiciel a mangé le monde. Je pense qu'il faut changer un peu sa phrase et dire au fond que l'industrie chinoise avancée a mangé le logiciel qui a mangé l'Europe. Parce que au cœur de cette industrie chinoise, il y a de l'intelligence artificielle, de l'automatisation. Le résultat est évidemment la surcapacité, la chute vertigineuse des prix, 310 milliards, vous le disiez Philippe en introduction, de déficit commercial de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Et le pays qui va souffrir le plus dans les années à venir de cette accélération industrielle chinoise, c'est évidemment l'Allemagne. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicole sur le fait que nous allons être durablement en désaccord au sein de l'Europe. Parce que si longtemps l'Allemagne avait un intérêt à préserver la Chine comme partenaire commercial parce qu'elle exportait ses automobiles, aujourd'hui, dans tous les secteurs critiques de l'industrie européenne, l'automobile, la chimie, la pharmacie, et puis tous les équipements de la transition écologique, nous sommes submergés. S'il y a une submersion aujourd'hui, c'est pas la submersion migratoire dont parle Éric Zemmour, c'est la submersion industrielle de la Chine. Il suffit pour s'en rendre compte physiquement de se rendre au port de Rotterdam et de voir ces containers qui sont en attente de déversement sur l'Europe, qui contiennent des batteries électriques, des véhicules BYD. Le constructeur automobile BYD est aujourd'hui le premier fabricant de véhicules électriques du monde, loin devant Tesla, alors qu'il y a 5 ans, on disait que Tesla avait peut-être gagné la partie. Donc déjà, tout va très vite et le risque d'effondrement est réel. Et au fond, moi, sans vouloir m'attarder là-dessus, je voudrais poser une question stratégique que j'entends peu formuler. Pour l'Europe dans les 10 prochaines années. Au fond, il n'y a pas 36 scénarios possibles. Il y a 3 scénarios possibles pour l'Europe. Oui, mais il y a 3 scénarios possibles pour l'Europe. Le premier scénario, c'est, au fond, de se dire, d'identifier. Il faut toujours identifier l'adversaire principal, ou l'ennemi principal. Nous sommes sortis de l'ère de Kojève et nous revenons dans des temps schmittiens où désigner l'ennemi devient une des caractéristiques essentielles de la politique étrangère. L'adversaire principal est-il la Chine ou l'adversaire principal est-il les États-Unis? Moi, je crois, personnellement, que nous passons beaucoup de temps à commenter les foucades de Trump. Mais on peut se dire que quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, et ne serions-nous pas les imbéciles qui regardons le doigt de Trump qui montre la Chine? C'est-à-dire que nous passons peu de temps à essayer de comprendre ce qui se passe dans notre relation avec la Chine. Premier scénario, premier scénario, c'est de considérer que l'Europe doit rester très fermement arrimée aux États-Unis parce que la submersion technologique et industrielle chinoise est une question de vie ou de mort pour nous. Mais si nous restons fermement arrimés aux États-Unis de Donald Trump, à une administration américaine durablement trumpisée, cela a un coût, et le coût est formulé très clairement dans la stratégie nationale de sécurité américaine qui a été publiée cette semaine, et qui a un mérite, c'est que c'est un document d'une très grande clarté idéologique, qui dit ce qu'ils font, et qui montre qu'ils ont l'intention de faire ce qu'ils disent. On a la chance en ce moment d'avoir, aussi bien du côté chinois que du côté américain, des documents de planification ou de stratégie qui disent très clairement ce qu'ils ont l'intention de faire à 10 ans. On peut pas en dire autant, malheureusement, de l'Europe. Et donc, quelle est cette stratégie? C'est tout simplement de considérer que l'Union européenne n'existe pas, que c'est une fumisterie, qu'il n'y a que des États-nations, des nations souveraines, et donc l'administration américaine s'engage à œuvrer, y compris avec les forces politiques à l'intérieur des nations européennes, au lent détricotage de l'Union européenne. S'agissant des pays européens, ils sont considérés comme des vassaux stratégiques, économiques, politiques, des vassaux qui doivent payer pour leur sécurité.
Moi, je dis souvent que l'économie politique du Trumpisme, c'est de considérer qu'en gros, les classes moyennes du Minnesota payaient pour les élites européennes et qui désormais on renverse la perspective, on fait payer les élites européennes en prélevant quelque chose qui s'apparente à un tribut pour améliorer le sort matériel de la classe moyenne du Minnesota. Donc ça, c'est le premier scénario, c'est le continuum euro-américain. Deuxième scénario, c'est la stratégie du porc-épic, qui consisterait au fond à se dire, l'Europe est face à des vents contraires, aussi bien venus de l'Ouest que venus de l'Ouest, que venus de l'Est. Il faut donc se barricader pour tenter, grâce à ces barrières protectionnistes, de réarmer quelque chose comme une industrie. Et je le redis, l'industrie, c'est à la fois du manufacturing et du numérique. C'est la stratégie de la fragmentation définitive de la mondialisation. Parce que n'oublions pas que nous avons un déficit commercial de 290 milliards d'euros vis-à-vis de la Chine, mais un déficit numérique de 265 milliards d'euros vis-à-vis des États-Unis, qui atteindra probablement 500 milliards d'euros en 2030, notamment à cause de la facture du cloud, parce que n'oublions pas que l'intelligence artificielle, c'est d'abord de la data et de la puissance de calcul, et ça, on a un peu tendance à l'oublier, alors même qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est d'abord une activité numérique et logicielle. Et puis, le troisième scénario, c'est le scénario, au fond, grands émergents. C'est-à-dire que l'Europe considère qu'elle est une puissance émergente, comme l'était la Chine il y a 20 ans, qu'elle a perdu la course des technologies, aussi bien de l'industrie avancée que du numérique, et que donc, elle doit conclure des alliances opportunistes avec les uns et les autres, sous forme de joint venture ou autre. C'est ce que propose Nicolas Dufourcq, par exemple, dans ses dernières publications, avec la Chine pour essayer de rattraper son retard sur l'industrie avancée, avec les États-Unis. Et en réalité, c'est changer un peu les règles du jeu, ne pas simplement être la cliente ou l'acheteuse de technologies ou de produits fabriqués à l'étranger, mais dire si vous voulez bénéficier du marché européen, vous devez vous installer et faire des joint ventures sur le territoire français ou sur le territoire européen, parce qu'au fond, la seule force qui reste à l'Europe dans toute cette histoire, c'est que c'est un marché, l'Europe est un client, l'Europe est une acheteuse. Et donc, je termine par là d'un mot. Jean-Louis disait, il y a peut-être 0 scénario. Effectivement, aucun de ces scénarios n'est pleinement satisfaisant. Les 3 sont très dégradés. Et donc, nous devons choisir, au fond, on dit souvent entre 2 mots, il faut choisir le moindre. Là, je crois qu'entre 3 mots, il faut choisir le moindre. Antoine Fouché. Oui, merci. Je vais rebondir sur les 3 scénarios de David pour dire que, me semble-t-il, il y a que le 3e qui n'aboutit pas, c'est-à-dire de nous considérer comme un continent émergent, qui n'aboutit pas à la disparition civilisationnelle de l'Europe dans les décennies qui viennent. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'on n'avons absolument pas conscience du nouveau rapport de force entre l'Europe et la Chine. Nous sommes, quand on regarde les chiffres au-delà du déficit commercial conjoncturel, quand on regarde le film depuis une 40aine d'années, nous sommes un pays émergent, nous sommes devenus un pays émergent, ils sont la puissance technologique et industrielle du monde. On peut le regarder de façon qualitative ou quantitative. Je commence par la quantité. Sur la quantité, la Chine, c'est 35 à 40% de la production manufacturière mondiale. Il y a une seule comparaison dans l'histoire, 1945, les États-Unis, quand l'Europe était détruite. C'est l'ordre de grandeur de comparaison. La Chine de 2025, c'est les États-Unis de 1945. Sur la transition énergétique, dont a besoin la totalité du monde, la Chine, à elle seule, produit 2 fois plus de panneaux solaires et d'éoliennes que l'ensemble du monde réuni. J'insiste sur ces chiffres-là parce que je pense collectivement, on n'a pas conscience de ce nouveau rapport de force. Et puis, on parle de l'automobile allemande, mais l'automobile allemande, aujourd'hui, elle exporte 5 fois moins, c'est pas 20%, 30% moins, 500 fois moins de véhicules que 500%, pardon, 5 fois moins de véhicules que la Chine, pardon. Et donc, quand il y a David avait cité, il y a, je crois, deux esprits publics à l'école alsacienne, le livre de Dan Wang, Deknek, dont le grand continent a fait un résumé en prenant les chiffres les plus caractéristiques de cette nouvelle puissance chinoise. C'est de ce titre-là que je tire les chiffres que je vous donne, et j'invite vraiment tout le monde à regarder ça, parce que ça, en fait, on est pris d'un effet de sidération quand on prend conscience des ordres de grandeur. Si c'était que la quantité, à la limite, on se dit, on fait comme on a fait, nous, souvent Européens, on compense par la productivité, par la technologie, par l'innovation, etc. Mais
même sur la qualité, c'est-à-dire sur l'innovation, la productivité, ils sont bien devant nous. C'est le rapport Draghi l'année dernière qui dit que sur les voitures électriques, non seulement ils en produisent beaucoup plus, mais ils ont une génération, pas 2 ans d'avance, une génération d'avance technologique, dixit le rapport Draghi, sur les véhicules électriques. Si on prend ce qui va produire l'innovation de demain, c'est-à-dire les ingénieurs, d'après les chiffres je sais plus si c'est la Banque mondiale, enfin issus de Danwang, les Chinois forment et diplôment chaque année près de 4 millions d'ingénieurs. C'est-à-dire autant d'ingénieurs qu'il y a dans toute l'économie française formée depuis plusieurs décennies. C'est plus que la totalité des ingénieurs formés dans le reste du monde. Et puis une publication du papier, de la publication scientifique australienne qui évalue les technologies de pointe dans le monde. Il considère que la Chine est première sur 38 des 44 premières technologies mondiales. Donc ça, c'est sur la caractérisation du rapport de force. Je pense que nous avons absolument pas conscience, et c'est pas excessif, c'est un propos réaliste de dire que nous sommes dans une situation de pays émergent, c'est-à-dire l'équivalent de la Chine à la fin du 19e siècle par rapport à l'Europe. Et la question que je voudrais poser pour terminer, c'est mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que il me semble que ça conditionne ensuite la réponse qu'on peut avoir. Il y a 4 hypothèses. La première, c'est que nous sommes sidérés par la rapidité du renversement du rapport de force de la Chine. Je pense que ça répond en partie, mais il y a un contre-exemple, c'est les Américains. Les Américains réagissent beaucoup plus vite que nous. Si on compare les droits de douane, nous, on est content de mettre des droits de douane de 30 à 40% sur BYD. Ça fait 10 ans que Biden a mis des droits de douane à 100% sur les voitures chinoises. Donc, ils réagissent beaucoup plus fort et beaucoup plus vite que nous. Donc, l'hypothèse, me semble-t-il, la sidération, ça marche sur l'Europe, pas sur les US. Donc, il faut expliquer pourquoi ça marche pas sur l'Europe. Pourquoi est-ce que sur l'Europe, on est plus lent? Il y a deuxième explication, il y a une forme de complexe de supériorité européen. Nous avons été le continent dominant des 4 derniers siècles. C'est nous qui avons fait la modernité. C'est nous qui avons conquis conquis le monde entier, pardon. Et donc, en un sens, c'est pas possible que les anciens colonisés ou les anciens dominés du siècle dernier nous dament des pions et nous donnent des leçons de physique nucléaire et d'intelligence artificielle. Pourtant, c'est ce qui se passe. Troisième hypothèse, le vieillissement européen. Là, c'est vraiment différent des États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis restent un pays jeune, dynamique. Nous sommes le continent le plus vieillissant du monde, ce qui peut expliquer aussi une différence d'agilité dans la capacité à comprendre ce qui se passe et à changer nos repères mentaux pour comprendre ce nouveau monde et s'y adapter. Et puis, il y a une dernière hypothèse qui est peut-être un peu noire, mais je pense qu'il faut la mettre sur la table, ne serait-ce que pour l'éliminer et faire ce qu'il faut pour que ce soit pas cette hypothèse-là qui se réalise. C'est qu'il y a eu quand même une forme de pulsion de mort ou de masochisme européen au XXe siècle, qui est le siècle de l'autodestruction européenne via les guerres mondiales. Est-ce que le 21e siècle est cette espèce d'aveuglement, de déni absolu du nouveau rapport de force? Est-ce que c'est pas une forme modernisée de cette pulsion de mort? C'est-à-dire, au lieu de s'auto-détruire, on se laisse détruire par la Chine. Jean-Louis Bourlange. Oui, écoutez, c'est pas très encourageant, parce que quand j'écoutais David, il met trois scénarios, j'ai dit il y en a 0, et quand il avait fini de parler, je crois qu'il est convenu qu'il y en avait 0. Donc, alors là où je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit sur un point précis, c'est que on n'a pas manqué de lucidité. On a peut-être pas mesuré la rapidité de l'affaire, mais on a vu la chose. Je rappelle, d'ailleurs, je vais mettre une petite note de fantaisie dans cette discussion absolument terrifiante. Je rappelle que Alain Peyrefitte avait quand même écrit un livre qui s'appelait « Quand la Chine s'éveillera ». Et donc, il avait très très bien mesuré l'ampleur du défi chinois il y a très longtemps. Le vrai problème, c'est pas notre manque de conscience, c'est notre manque de réaction. Sur quand la Chine s'éveillera, c'est là où je voudrais citer une anecdote. D'où vient, c'est une phrase que Peyrefitte attribue au regretté Napoléon Bonaparte. Et l'excellent Jean Tullard, grand spécialiste français de Napoléon, recevait régulièrement, chaque fois qu'il y avait un nouvel ambassadeur de Chine à Paris, un coup de téléphone pour lui dire « Écoutez, nous sommes très intéressés par le livre de Monsieur Peyrefitte, et vous qui connaissez bien Napoléon, est-ce que vous pouvez nous dire quand et où cette phrase, très intéressante et évidemment très juste, a été prononcée ?»
Et en fait, Jean Tullard était en mesure de leur répondre, mais non pas du tout en raison de sa spécialité dans les affaires chinoise, mais dans sa spécialité dans les affaires cinématographiques, puisqu'il a écrit de nombreux dictionnaires sur les films, les acteurs et du cinéma. Parce que en réalité, cette phrase de Napoléon, elle est directement produite par Hollywood. C'est une phrase de Charlton Heston dans les 55 jours de Pékin, qui dit comme Napoléon le disait, mais il n'y a aucune autre référence. Alors, sinon, il faut préciser, là, tu as oublié la moitié. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, c'est ça. Ah oui, le monde tremblera, oui, bien sûr, oui. Oui, ça allait de soi, mais ça va mieux en le disant. Donc je crois qu'on a vu ça. Moi, quand j'écoute ce que j'ai été aussi assez terrifié par la revue de presse que nous avons eue, parce que ce qui est intéressant dans les revues de presse, c'est la convergence. Alors là, en l'occurrence, il y avait vraiment un tir groupé de l'ensemble des journaux, d'où qu'ils soient, sur la gravité de la situation, comme il y a un tir groupé entre nous dans ces prises de position. Alors, sur les CD, je crois qu'il faut, on est très conscient des raisons pour lesquelles tout ça s'est fait. Ce qu'il faut voir, c'est que on est vraiment le scénario américain. Vraiment, je le vois pas du tout, parce que nous avons affaire avec les États-Unis de Trump. Et on verra si ça dure, mais ça durera à mon avis, assez profondément, à quelqu'un qui participe de la curée. C'est comme si si on était polonais, qu'on dirait, l'Allemagne, ça nous plaît pas trop, on va se tourner vers la Russie. C'est pas mieux. On a quand même quelqu'un qui met en cause l'ensemble de notre économie, dans les droits de douane, l'énergie, qui met en cause notre système de valeurs, ce qui est quand même fondamental. Hein. Derrière tout ça, il y a, est-ce que nous adhérons, ce qui est très possible d'ailleurs, à des valeurs autoritaires, voire dictatoriales? Est-ce que nous tuons ce que nous avons été? Une incertitude fondamentale sur la solidarité géopolitique, militaire. Il est très probable, j'entendais un observateur dire ça, il avait raison, que Trump ne quittera jamais l'Alliance Atlantique, mais il fait de l'article 5 ce que bon lui semble, c'est-à-dire rien du tout. Et là que nous sommes dans une situation terrifiante, c'est-à-dire confrontés à un protecteur qui ne nous protège pas. C'est la pire des choses. C'est le syndrome arménien, hein, protégé par les Russes qui ne les protègent pas. Donc ça, c'est une situation terrifiante, parce que comme vous avez un protecteur, vous ne faites pas le boulot, et comme il vous protège pas, vous êtes en situation de vulnérabilité profonde. Donc je crois vraiment, technologiquement, on voit bien le projet économique, ça consiste à vider l'Europe de ses forces vives, de les attirer aux États-Unis et d'en finir avec ça. Enfin, le scénario se fait sur d'autres bases que le scénario chinois, à la limite beaucoup plus immoral que le scénario chinois, qui est simplement une volonté de dominer clairement affichée d'un pays qui a été dominé. Je vous renvoie, pour avoir une juste analyse de la domination chinoise, aux grands auteurs, c'est-à-dire Tintin dans le Lotus bleu. On a donc ça, c'est un scénario qui ne va pas. Le scénario européen, là, c'est évidemment celui qui intellectuellement nous séduit. Et alors là, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Alors, il y avait d'abord la tradition herbivore contre carnivore de l'Union européenne. On est des bisounours, on est pour l'exemplarité plus que pour la réciprocité. On estime que tout le monde doit être gentil, qu'on finira pas. Bon, ça, je crois que c'est derrière nous. C'est vraiment derrière nous. On a mis du temps à faire cette conversion, mais elle est faite. En revanche, on a un système, on a des divergences entre les États membres qui sont absolument fondamentales, enfin permanentes, et qui fait qu'il y a chaque fois un retard énorme à l'allumage, alors que nous devons agir très vite. Très vite. Et puis, troisièmement, il y a un système organisationnel qui est en crise. Ce qui se passe actuellement, on attaque cette excellente présidente de la Commission, on ne sait pas pourquoi. Elle s'est couchée devant Trump, si je puis dire, sur les affaires douanières, en étant totalement fidèle au mandat qu'elle avait reçu des États européens. Il ne faut pas lui faire imputer à l'instrument la responsabilité qui relève des maîtres. Mais ce système communautaire auquel j'ai tenté d'apporter, sous la houlette de Jacques Delors et de quelques autres, ma contribution, il ne fonctionne plus. C'est pas la majorité qualifiée, le triangle institutionnel, tous ces trucs. Ça ne permet pas de relever un défi
de puissance extrêmement fort. Et enfin, c'est ça qui est peut-être le plus fondamental, il n'y a pas de doctrine. Ça apparaît très clairement dans nos échanges. Il n'y a pas de doctrine. On ne sait pas si on doit se protéger. Ça présente des tas d'inconvénients, possibilité de rétorsion massive et stratégique des Chinois. On ne sait pas si on doit s'ouvrir, on s'ouvre, etc. On est vraiment, comme on dit dans Balzac, on est vraiment fait aux pattes. Alors, la dernière chose, c'est qu'effectivement, moi je crois que la France est confrontée à un ensemble de défis énormes, défis américains, défis militaires, défis commerciaux chinois, défis islamistes, défis du narcotrafic, du crime organisé. Tout ça ne peut être résolu que par un immense effort d'investissement intellectuel, technologique, économique, qui ne peut se faire qu'au détriment d'un système social qui doit évidemment rester dans ses fondamentaux, mais qui ne peut pas continuer d'être géré avec ce laxisme et cette indifférence avec laquelle on gère. Or, regardez, je fais une transition avec le point suivant, regardez la situation de la France, elle est exactement à l'opposé de ces sacrifices. Donc oui, effectivement, nous sommes dans le scénario 0, pourvu que ça ne dure pas. Nicole Nisotto. Oui. Si on avait à régler que l'affaire, le problème de notre déficit commercial avec la Chine et le problème de notre submersion technologique par la Chine, on pourrait y arriver. En termes d'investissement, en termes d'innovation, on pourrait mettre le paquet pour essayer de rétablir un minimum d'autonomie européenne. La vraie difficulté, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est le lien entre les différents défis qu'on doit relever, c'est-à-dire la menace russe, et la menace américaine, qui est double, qui est à la fois une menace d'abandon stratégique et une menace de trahison politique. Et c'est ça la vraie difficulté de l'Europe, parce que c'est de gérer les trois en même temps. Et ça, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Alors, chacun en a des visions différentes. Certains pensent que l'affaire chinoise, c'est plus important que tout. Moi, je pense que l'affaire américaine, c'est le plus grave de tous. Et d'autres peuvent penser que la menace russe est plus importante. Mais donc, la question est qui va choisir la priorité et où mettre le paquet? Et c'est là où je crois on a un vrai problème. C'est parce qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a une alliance évidente entre les États-Unis et la Chine et presque la Russie pour casser l'Europe. David James. Oui, Jean-Louis a posé une question. Est-ce que nous devons tuer ce que nous avons été ? C'est une question très importante. Je crois qu'il est probable que nous n'ayons pas le choix de tuer une partie de ce que nous avons été, parce que l'Union européenne, dans sa forme actuelle, très juridique, très bureaucratique, est impuissantée. Elle n'a ni la puissance, ni la vitesse, ni la capacité d'adaptation, ni la forme exécutive qui lui permet d'être agile et d'évoluer dans le monde dangereux qui est le nôtre. Et donc, je crois qu'il y a que deux évolutions possibles. La crisis en grec, c'est la bifurcation. Soit un détricotage qui est voulu par les extrêmes droites en Europe et par l'administration américaine, puisqu'elle en fait maintenant un point de sa doctrine de sécurité. Il faut quand même se rendre compte de la gravité de la situation. On a une administration américaine qui met dans sa stratégie de sécurité comme priorité le démantèlement de l'Union européenne. Et donc, elle deviendrait alors un syndic d'États-nations qui font plus ou moins ce qu'ils veulent en matière stratégique. Soit, au contraire, on se dote d'une forme de capacité exécutive fédérale, avec la technologie, la défense, l'industrie pour priorité, mais je vois pas le soutien populaire qu'il y a derrière ça. Et Jean-Louis disait tout à l'heure, le problème c'est qu'on n'a pas de doctrine. Souvent, quand l'histoire s'accélère, le sujet c'est pas tellement la doctrine, c'est le leader. Et moi, je ne vois pas de leader aujourd'hui en Europe capable de nous amener dans l'une ou l'autre de ces directions. Antoine Fouché. J'ai un point d'accord et un point de désaccord avec ce qu'a dit Nicole. Le point d'accord, c'est que tout le monde est contre nous. C'est-à-dire, on a et la Chine, et la Russie, et les États-Unis contre nous, et le crime organisé, n'oubliez pas. Oui, mais il est contre tout le monde, il est pas que contre nous. Alors que vraiment, la Russie a une forme de haine anti-européenne. Les États-Unis de Trump ont aussi une haine anti-européenne, et la Chine, c'est plus du mépris que de la haine, mais c'est pas très positif non plus.
Là où mon point de désaccord, c'est que je pense que les trois sont tellement liés qu'on ne pourra pas répondre à un sans répondre aux deux autres. C'est-à-dire que si on veut sortir, mais c'est pour le débat, hein, si on veut sortir de cette situation-là en étant autre chose qu'une colonie industrielle de la Chine, une colonie numérique des États-Unis, et avoir peur le matin et que de retrouver que la Russie passe la frontière de l'OTAN ou de l'Union européenne, il faut qu'on arrive à une triple autonomie, qui soit une forme ou une indépendance. D'autonomie, ça veut pas dire de tout produire, hein, mais une forme d'autonomie industrielle vis-à-vis de la Chine, ou une forme d'indépendance, en tout cas sur les produits stratégiques, une forme d'autonomie numérique vis-à-vis des États-Unis, et une forme d'autonomie en matière de défense. Par rapport à la Russie, si jamais les Américains nous lâchent, il faut être capable de se défendre tout seul. Sinon, tant qu'on s'opposera aux États-Unis, par exemple sur le numérique, ce qu'a fait clairement J.D. Vance, il a dit, si jamais vous faites votre propre écosystème numérique européen, vous pouvez oublier l'article 5. Il l'a dit explicitement. Donc, les trois vont ensemble, et si on veut être autonome, il faut qu'on soit autonome industriellement, numériquement et en matière de défense. Et ça, et je termine juste là où je rejoins David, c'est que c'est pas qu'une question de gouvernance européenne. Il y a une question de volonté et de désir de continuer à exister, à être libre au XXIe siècle. Et ça, quand on voit le cycle historique, il y a des grandes civilisations ou des grands pays qui, à un moment donné, ont abandonné la vaillance qu'il faut pour la liberté. Donc, il y a une question de désir. Et après, il y a aussi une question et les deux sont liés, d'effort et de changement fondamental d'orientation à faire. C'est-à-dire, les Européens, c'est 8% de la population mondiale, 50% des dépenses sociales. Quand on est en avance technologiquement, on peut se permettre de faire ça. Mais quand on n'a plus d'avance, c'est pas possible, parce que l'argent que nous on met sur le social, les autres le mettent sur la technologie, ce qui crée la dépendance de demain matin, et ce qui veut dire une refonte, pas une destruction, mais une réorientation de nos dépenses publiques vers ce qui fera notre liberté de demain versus notre confort social d'aujourd'hui. Jean-Louis Bourlanges. Oui, deux remarques rapides pour Antoine. Je suis entièrement d'accord avec l'idée qu'il n'y a pas de priorité. C'est en fait, est-ce qu'on tient debout face à un ensemble multiforme de menaces, et il faut y faire face ensemble. Et d'ailleurs, on s'effondre si je puis dire, solidairement. On ne résiste à aucune de ces menaces actuellement. Il faut vraiment inverser la totalité du logiciel. Sur les menaces, une seule remarque, j'en ajoute deux quand même, par rapport la Chine, les États-Unis, la Russie. Ça, c'est les adversaires géopolitiques classiques. Il y a l'islamisme, qui est quand même quelque chose de fondamental, et le crime organisé, qui, je crois, détruit profondément le corps même de la société française. Face à ce qu'a dit David, je crois tu as été, au moins au début de ton intervention, pas après, victime du complexe de Damoclès. C'est-à-dire, Damoclès, c'est le type qui voit l'épée, qui a peur de l'épée, qui regarde l'épée et qui s'en tire en se jetant sur l'épée. C'est pas le bon procédé. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand tu dis l'Europe est divisée, tu as raison. Et qu'est-ce que tu disais? On peut aller plus loin. On peut la diviser encore un peu plus. Donc, elle est divisée, mais ce qu'il faut, c'est éviter qu'elle le soit et faire en sorte qu'elle ne le soit pas. Quand tu dis l'Europe nous a pas apporté un certain nombre de moyens, c'est vrai, mais on est dans le domaine du pas assez, pas dans le domaine de l'élimination. L'Europe nous donne un verre de fortifiant, nous avons besoin d'un litre de fortifiant. Il faut pas commencer par jeter le verre. Il faut bâtir le lit. Donc je crois que... Non, mais pas sous cette forme. Là, mais alors à la fin, je suis d'accord, parce que la fin de ton exposé contredisait le début, donc je suis entièrement d'accord avec la fin de ton exposé. Je vous remercie. Nous poursuivrons tout ça tout à l'heure dans les échanges avec le public, mais pour le moment, intéressons-nous à notre deuxième sujet. En France, le bloc central est-il en train de s'effondrer? Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est revenu mardi en deuxième lecture à l'Assemblée. Vendredi, les députés ont adopté son volet recettes pour 2026. Paradoxalement, le gouvernement s'inquiète davantage des votes du bloc central, Renaissance, Modem, Horizon et LR, que du vote des oppositions. Or, les députés du parti Horizon, présidés par Édouard Philippe, n'entendent pas voter ce texte qui ne propose pas de réduction du déficit, repose sur de nouvelles mesures de fiscalité et ne propose pas de nouvelles mesures de réduction des dépenses, dixit le patron du groupe à l'Assemblée, Paul Christophe. Des gestes ont été faits sur la défense ou le prix de l'électricité, mais ce coup de pression venant d'un parti qui compte 3 ministres au sein du gouvernement, le corps nu, est mal compris par ses partenaires.
Une adoption du texte le 9 décembre serait un succès pour le Premier ministre qui espère provoquer ensuite une dynamique favorable sur le projet de budget de l'État. Les incertitudes demeurent d'autant plus que l'amertume monte au sein du bloc central après avoir dû concéder des mesures aux socialistes, dont la suspension de la réforme des retraites de 2023. Sur cette question, Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je voudrais prendre un peu de distance par rapport à l'enjeu budgétaire qui est, effectivement, on a le nez sur le guidon et on voit ça. Je crois qu'il faut réfléchir à ce qu'est la gestion pour les mois et les années à venir de cet espace central. Qu'est-ce que c'est d'abord que cet espace central? C'est assez simple, c'est l'espace compris entre les deux populismes, au sens le plus large du terme, alors, populisme qui mange, qui sont LFI d'un côté, le RN de l'autre. LFI contamine en grande partie le reste de la gauche et le Rassemblement national contamine une partie de la droite, notamment dans LR. Donc mais c'est l'espace en question. C'est un espace que M. Raymond Barre qualifiait de libéral, social et européen, et on voit bien ce que ça signifie. Et alors, le problème, c'est que cet espace est en crise profonde. Et je crois qu'il est en crise à 3 niveaux. Une crise idéologique, une crise d'organisation et une crise stratégique. Sur le plan idéologique, c'est assez évident que le pari libéral social européen est profondément mis en cause. On avait au début de la période macronienne une convergence d'une grande partie de la droite démocratique républicaine issue du LR vers le macronisme, avec des tas de ministres d'ailleurs très de qualité qui ont peuplé les conseils macroniens, et on avait également, à travers Macron lui-même et un certain nombre de ses amis, comme Le Drian, comme d'autres, on avait un apport du côté socialiste. À ce phénomène de convergence s'est substitué un phénomène de divergence. Divergence inégale, parce que nous sommes dans le dextrisme, si bien qu'on observe à la fois un mouvement d'une partie de la droite classique vers, notamment au sein de LR, mais pas seulement, en direction du Rassemblement national, et on observe, après une grande phase d'intoxication profonde par LFI de la gauche dite démocratique, une volonté assez nette de prise de distance. Donc mais globalement, on a donc malgré tout un rétrécissement de cette affaire. Alors pourquoi? Alors idéologiquement, je crois qu'il faut voir que nous sommes dans une peau de chagrin. Le bloc central, c'est une peau de chagrin. C'est une peau de chagrin parce que on vient d'en parler, je n'insisterai pas, mais les valeurs fondamentales qui ont été celles libérales sociales européennes sont très profondément perturbées. D'abord, libéral économiquement, on voit bien la limite de l'ouverture mondialisatrice, la mondialisation heureuse, comme disait Munk, qui se heurte évidemment au retour au protectionnisme et à la guerre sans limite. C'est l'échec de l'OMC en réalité qui est en cause. On voit bien sur le plan libéral politiquement, face à des menaces qui sont justement celles du narcotrafic ou d'autres, une tentation très forte de retour à l'autorité, avec tout ce que ça implique de liquidation progressive des valeurs, et nous avons une divergence, sur le plan européen, on a cette ankylose européenne d'un côté et cette crise de l'Alliance Atlantique, dont les fondements idéologiques sont très mis en cause, et je ne vois pas qu'au sein du bloc central il y ait ah oui, mais moi j'ai un exposé, hein, c'est bien ce que nous avons compris. Tu vas demander, non mais ton deuxième partie de ton exposé sera après que tout le monde aurait pu prendre la parole sur ce sujet. On me demande de faire un truc, j'ai un truc cohérent à dire. Si le problème, c'est que tout le monde a quelque chose de cohérent à dire, donc alors, il faudra. Voilà, je t'ai dit qu'il fallait pas que je commence. Mais c'est pourquoi tu m'as demandé de commencer. Deuxièmement, sur l'organisation, ça ne marche pas. Je vais très vite. Le président, le système a été organisé autour du président. Le président est évidemment condamné à disparaître en tant que président, pas en tant qu'homme, heureusement pour lui, dans un délai donc il n'y a plus
d'aimants, de rassemblements, et le président, erreur fatale du début, a organisé la vie politique dans le centre sur un mode bonapartiste, c'est-à-dire moi et tout le monde, et pas de parti structuré, ce qui rend extrêmement difficile d'organiser des primaires, parce qu'il n'y a pas de base idéologique, il n'y a pas de frontières partisanes. Enfin, stratégie, et je termine par là, je vais très vite, rassure-toi, je suis pleinement rassuré. Stratégie, on voit bien que là, il y a un choix très intéressant. Le choix de Lecornu est un choix tactique qui consiste à dire il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps parce qu'on ne peut pas affronter les populistes aujourd'hui, on perdrait et on peut espérer que ce sera mieux dans quelques mois. Donc, stabilité du gouvernement à n'importe quel prix. Pas de censure, pas de dissolution, ça durera pourvu que ça dure, comme dirait la mère de Napoléon, et on ira, on espère, dans des conditions qui seront améliorées. L'autre stratégie qui a été un peu évoquée par le maire du Havre, par Philippe, consiste à dire on ne peut pas accepter d'aller au combat dans l'abandon fondamentale des valeurs qui ont été les nôtres, libérales, sociales, européennes, symbolisées par le régime des retraites, etc., symbolisées par l'économie de l'offre, symbolisées par un ensemble de choses. Or, les concessions de M. Lecornu fait que nous perdons notre identité et que nous serons donc pas du tout capables d'opposer au populisme quelque chose de très fort. Alors voilà le choix. Il est très difficile très difficile à envisager, mais effectivement, est-ce que nous voulons gagner du temps, ou est-ce que nous voulons hisser les drapeaux? Nous, c'est le centre, c'est pas vous forcément, enfin faites ce que vous voulez, hein. Mais est-ce que nous voulons gagner du temps au risque de perdre notre identité idéologique profonde, ou est-ce que nous voulons hisser les drapeaux et accepter, pensant que de toute manière, ça sera extrêmement médiocre de continuer comme ça jusqu'au présidentiel, et qu'on sera en lambeaux au moment où on atteindra les présidentielles, loin de se rénover, on va continuer à se déliter. Voilà le choix, il est très difficile. J'ai fini. Ce qui est en lambeaux, c'est le temps que Jean-Louis vous laisse, donc je vous incite à être aussi bref, non pas que lui, mais que possible. David Jayes. Alors oui, puisqu'on citait tout à l'heure les bons auteurs, moi je citerai le capitaine Haddock, qui dans Le Crabe aux pinces d'or dit c'est à la fois très simple et très compliqué. Très simple parce que c'est pas du tout. Ne te laisse pas dans Tintin au pays de l'or noir. Ah oui, Tintin au pays de l'or noir. Ne te laisse pas impressionner par. C'est exact. Jean-Louis a raison. D'accord, merci. Antoine Fouché. Donc, intervention brève. Un bloc politique, c'est trois choses. C'est une vie partisane et parlementaire, c'est un leadership et c'est une doctrine. Aujourd'hui, la vie partisane et parlementaire est complètement effondrée. Il y a qu'un député qui n'est même pas vraiment du bloc central qui a voté le budget 2026. Soit dit en passant, on est la risée du monde. Les Français s'en rendent pas compte parce qu'ils s'intéressent plus trop à leur vie politique, mais c'est ridicule d'avoir un député qui vote un projet de budget. Deuxièmement, c'est un leadership. Roland Lescure dénombrait 37 candidats potentiels à l'élection présidentielle, donc je pense qu'on peut parler d'une crise du leadership. Et troisièmement, c'est une doctrine. Emmanuel Macron avait fait le choix de ne pas vraiment solidifier une doctrine parce que la doctrine, c'était l'homme, mais l'homme se retirant bientôt, qu'est-ce qui reste comme héritage idéologique et qu'est-ce qu'on construit comme doctrine? Mais pour aller un peu sur un terrain un peu différent de Jean-Louis, très brièvement, le sujet, c'est que on a une extrême droite qui aujourd'hui est créditée de 40-45% d'intention de vote aux élections législatives et présidentielles. Donc, il y a un très fort désir d'une partie de la population de voter pour cette offre politique. Mais c'est un désir qui n'est pas majoritaire. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que en face, on a un émiettement politique, auquel cas, ce sera la victoire inéluctable de l'extrême droite comme alternance, comme grande alternance, comparable à 1980 en termes de mouvement de balancier, ou est-ce que, et c'est pour ça que c'est à la fois très simple et très compliqué, on aura quelque chose qui se lèvera à un moment, parce que moi je reste persuadé qu'une majorité sociale de Français ne veut pas de ça, ne veut pas de ce projet pour le poli, mais encore faut-il lui proposer quelque chose d'enthousiasmant, et ce n'est absolument pas ce que fait le bloc central aujourd'hui. Antoine Fouché. Oui, effondrement, je pense qu'on peut le regarder à l'aune de 3 critères, très rapidement, les résultats, les idées, les hommes. Les résultats, ça ressemble plus à une agonie qu'à un effondrement, parce que quand on prend 2017, 2022, 2024 et les sondages sur aujourd'hui, en gros, à chaque fois, on commence à 350 députés, 49% au deuxième
deuxième tour des législatives en 17. Ensuite, on perd 100 députés en 2022. On en reperd 100 en 2024. Et dans les sondages actuels, on en reperdrait 100 encore, ce qui ferait que le bloc central, s'il y avait une élection, d'après les sondages quand même assez convergents aujourd'hui, serait plutôt autour de 60-70 députés sur 577. Comme ça s'est fait en 8 ans, je pense qu'on peut parler plus d'une longue et pénible agonie que d'un effondrement, comme il y a eu un effondrement socialiste, par exemple, en 93, où ils ont perdu d'un coup 250 députés. Deuxième critère, les idées. Me semble-t-il, il y avait trois derrière la souplesse idéologique du macronisme. Il y avait quand même trois fondamentaux: l'émancipation par le travail, la politique de l'offre, la puissance européenne. L'émancipation par le travail, c'est abandonné depuis 1 ou 2 ans. Confère les coupes dans la formation, dans l'éducation, dans l'apprentissage. Là, je vais très vite, Philippe, mais je peux pas aller encore beaucoup plus vite que ça. C'est fou le nombre de gens qui peuvent pas aller plus vite. Il y avait la politique de l'offre, ça aussi, c'est à moitié abandonné. Je donnerai juste un critère: la taxation du travail. On taxe plus le travail aujourd'hui que sous François Hollande. Bon, voilà, il y a remontée de la taxation du travail. Et puis le dernier critère, c'est l'Europe puissance. Ça, c'est resté cohérent, c'est resté une ligne. Mais le problème, c'est que on est tellement affaibli intérieurement qu'on n'a pas la capacité de porter les réformes, pour le coup, qui sont ou la vision sur l'Europe qui est la même depuis 2017, mais qu'on n'a pas réussi, même s'il y a eu des avancées, à faire avancer. Et la dernière chose, donc, c'est les hommes. Là, je serais plus optimiste parce qu'il me semble qu'il y a à droite une fusion déjà faite dans l'électorat entre la droite et l'extrême droite, et que donc ça va libérer un espace du centre droit. Et à gauche, il y a une dissociation LFI-PS. Ils iront diviser aux élections présidentielles, ce qui veut dire que le seuil de qualification pour un candidat du centre droit, c'est 15-20%. Et là, s'ils y vont pas de façon divisée, en restant fidèles à leurs valeurs et à leurs principes, on peut avoir une chance d'aller au deuxième tour. Je sais pas si ensuite gagner, c'est très compliqué. Ça se jouera, et je termine vraiment par là, par la capacité à dire la vérité et la capacité à nous, nous les Français, à reconnaître la vérité, et c'est-à-dire l'effort historique qu'on a devant nous pour pas devenir un pays tiers-mondisé pour nos enfants. Et ça sera un projet sur lequel il faudra développer une vision, mais forcément le discours, le projet de la droite et l'extrême droite qui dira qu'on peut s'en sortir sans faire d'efforts en virant les immigrés, ça sera toujours plus attractif qu'un discours qui dira la vérité en disant qu'il faut qu'on travaille plus que jamais, qu'on réinvestisse dans la production et dans l'innovation. Nicole Nisotto. Merci les amis de me laisser 1 minute. Pas tant que ça. Je crois que la chose la plus importante qui a été dite là sur ce sujet, c'est Jean-Louis. La crise du bloc central, c'est la crise du libéralisme. Ça n'est que ça. Et on en parle de Trump, de la Chine, mais ça n'est que le même sujet. La crise du libéralisme, c'est-à-dire l'économie libérale de marché, la protection sociale et l'ambition européenne. La question pour l'avenir, c'est est-ce que ce bloc central va survivre en essayant de défendre ces 3 piliers comme ils ont fonctionné jusqu'à maintenant? Et si c'est ça, ils sont voués à l'échec? Ou est-ce que l'avenir du bloc central, ce n'est pas de proposer une refonte profonde tout en respectant ces 3 piliers, c'est-à-dire une économie de marché plus contrôlée, une société moins inégalitaire, non pas moins protégée, mais moins inégalitaire, et troisièmement, une Europe plus puissante. Si le bloc central arrive à faire un projet sur ces 3 piliers qui ont été les piliers du libéralisme, on a une chance de pas tomber dans une Europe d'extrême droite. Merci beaucoup de ta brièveté, de ton... Je voudrais ouvrir maintenant la séquence des brèves en recommandant De Gaulle, La France et le Monde, un recueil de 30 ans de caricatures du général, recensé et commenté par Julian Jackson, bien connu de nos auditeurs, et par Alia Aglan, qui est une spécialiste de l'histoire de la résistance. Celui à qui Laurence Durel
trouvé des paupières d'épagneul rêveur, fut surtout caricaturé au début par les dessinateurs britanniques, puis quand il revint au pouvoir, il ne fut guère épargné par les caricaturistes français, mais c'est dans la presse internationale que Julian Jackson et Alia Aglan ont eu la très bonne idée de puiser l'essentiel de leur réjouissante et spirituelle trouvaille. Et pour donner la mesure de l'intérêt porté au général par les caricaturistes, je citerai cette adresse à De Gaulle, rédigée par Vicky, le caricaturiste de l'Evening Standard, à la veille de sa déclaration de candidature à l'élection de 1965, alors que le général se plaisait à entretenir un faux suspense. Je la dirai d'abord en anglais parce que je trouve que l'humour britannique, c'est comme le foie gras dans les Landes, c'est là où il faut mieux le manger, donc il vaut mieux goûter l'humour britannique avec dans la langue locale. Monsieur le Président, cher Monsieur le Président, I see that you will give your decision whether to stand again or not on November the 4th. May I, on behalf of cartoonists everywhere, say that we await your words with great trepidation. We have lost some of our dearest subjects, Harold Macmillan, Nikita Khrushchev, Konrad Adenauer. I appeal to you not to resign as this will be the final blow to us. Thanking you in anticipation, I remain yours respectfully. Cher Monsieur le Président, je vois que vous allez donner votre décision le 4 novembre. Puis-je, au nom de tous les cartoonistes partout dans le monde, dire que nous attendons vos paroles avec une grande crainte. Nous avons perdu beaucoup de nos plus chers sujets, Harold Macmillan, Nikita Khrushchev, Konrad Adenauer. Je vous appelle à ne pas démissionner, car ce serait vraiment le coup de grâce pour nous. Merci par anticipation. Je reste bien respectueusement à vous. David Jayes. Oui, je change complètement d'univers. Je voudrais vous recommander un livre qui est la biographie de Alex Karp, qui s'appelle A Philosopher in the Valley, qui a été écrit par un journaliste qui était avec lui à l'université. Alex Karp, c'est un personnage méconnu mais central de l'écosystème technologique américain, puisqu'il est le PDG de l'entreprise Palantir, qui rapporté à son chiffre d'affaires annuel est l'entreprise la plus valorisée du monde et qui est au cœur de l'appareil d'État américain, en particulier depuis la réélection de Donald Trump, notamment en matière de sécurité et de défense. Et Karp est un personnage assez singulier parce que la Silicon Valley, c'est un monde qui est essentiellement composé d'ingénieurs et de commerçants, mais lui, c'est un philosophe et un idéologue. Et il a écrit un autre livre que je vous recommande qui s'appelle The Technological Republic, dans lequel il dit que toute la génération des années 2000-2010 de la tech américaine était complètement consumériste et qu'il est temps de remettre la technologie au service de sa mission messianique, c'est-à-dire défendre le peuple américain et la liberté de l'Occident dans son conflit face à des pays autoritaires, voire tyranniques comme la Chine. Alors ce qui est paradoxal, c'est que les technologies de Palantir sont abondamment utilisées pour violer les libertés fondamentales, aussi bien par l'armée israélienne que par les organes de sécurité américains. Mais Karp n'est pas à une contradiction près. Je vous recommande sa biographie et son livre parce que c'est un personnage mal connu mais essentiel pour comprendre le monde tel qu'il se recompose aujourd'hui. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais célébrer le livre de Olivier Poncet, Alexandre Farnèse, Prince et Capitaine 1545-1592, qui vient de recevoir jeudi dernier le prix Chateaubriand. Alors, j'ai fait partie de ce jury, donc je crois quand même que c'est pas un conflit d'intérêts. Et je voulais lire ce livre, vous recommander ce livre parce que c'est un livre très intéressant. D'abord, c'est la vision d'une autre Europe que l'Europe que nous avons l'habitude de voir en France. C'est une Europe lotharingienne, essentiellement hispano-flamande. C'est une Europe catholique et organisée sur un mode catholique, alors que nous sommes organisés, nous, en France, sur la résistance à la domination du pape. C'est une Europe pas très pro-française. Farnèse, on ne l'aime pas simplement parce qu'il a battu Henri IV et il était du côté de la Ligue, évidemment, dans le système géopolitique. Mais je pense que c'est très intéressant d'avoir ce point de vue décentré sur l'Europe. C'est une Europe formidable, par ailleurs, d'une richesse culturelle et politique. Deuxièmement, il décrit cette
cette époque une époque trop oubliée. Nous sommes, nous, fascinés par le XVIIe et le XVIIIe siècle, où nous étions premiers. Là, c'est une Europe où nous sommes un peu mortifiés, le XVIIIe, le XVIe, et où il donne effectivement des ouvertures, par exemple sur Philippe II, très intéressantes, qui apparaît comme un prince tout à fait beaucoup moins caricatural que ce qu'on a vu. Et enfin, et je terminerai par là, l'homme est extrêmement attachant. On voit ce que c'est qu'un grand seigneur lié, héritier du pape. C'est des moments où on est petit-fils de pape, enfin c'est comme ça, et de la famille impériale. Mais c'est un homme de culture, d'une très grande noblesse morale, de beaucoup de valeurs militaires, extrêmement sympathique, très apprécié de ses soldats et des populations qu'il dirige. Et donc c'est un véritable héros politique au moment dans un monde où on est gouverné universellement par une quantité de voyous. C'est beau de voir un homme de qualité en action dans une Europe troublée. Nicole Nisotto. Oui. Pour rester sur la Chine, moi je voudrais vous recommander le travail de Sylvie Berman, qui a été notamment notre ambassadeur à Pékin et qui a publié déjà 2 ouvrages. Et à Moscou. Pardon ? Et à Moscou. Oui, mais pour rester sur la Chine, oui, à Moscou et à Londres. Très belle carrière. Elle avait publié chez Stock en 2017 La Chine en eau profonde, qui est une étude de fond, de la philosophie du rapport de la Chine à l'extérieur, au monde extérieur. Et là est sorti cette année, toujours chez Talandier cette fois, L'ours et le dragon, avec en sous-titre Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite, point d'interrogation. C'est le récit très précis, très pointu, très détaillé de 4 siècles d'histoire entre la Russie et la Chine, avec leurs évolutions de crise ou au contraire de belle entente. Et elle insiste notamment sur le renversement récent où la Chine est comme devenue par rapport à la Russie ce qu'elle est aujourd'hui par rapport à l'Europe, c'est-à-dire la grande puissance dominante. Je voudrais juste citer une phrase de Kissinger dont elle fait le centre de notre défaite vis-à-vis de la Chine. Kissinger disait que la stabilité du monde dépendait du fait d'entretenir de meilleures relations séparément avec Pékin et Moscou que ces 2 capitales entre elles. Or, malheureusement, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Antoine Fouché. Et moi, je voudrais recommander une série télévisée québécoise qui s'appelle Empathie et qui est diffusée en ce moment sur Canal+. Et c'est une série absolument magnifique parce que c'est l'histoire d'une jeune psychiatre qui travaille dans un institut psychiatrique qui est confrontée à des cas très difficiles et qui essaye à la fois de surmonter sa propre histoire traumatisante et qui essaye en tout cas d'arriver à en faire une force pour comprendre ses propres patients, leurs failles, héritées aussi de l'enfance. Et c'est une série dans laquelle à chaque épisode on peut rire et pleurer à la fois et de façon très intense. Et je me disais par rapport à la conversation qu'on vient d'avoir, il y a quelque chose dans cette série sur la conception de l'homme, le respect de la subjectivité, le respect des émotions, le respect de la personnalité humaine avec ses complexités, son histoire, qui peut-être par rapport aux Américains, aux Chinois et aux Russes, définirait ou permettrait d'approcher quelque chose comme la vision de l'homme avec un grand H que nous, Européens, pourrions défendre. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée. Merci à Benoît Carré qui va en assurer le compendium. Merci à Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille à tout ce qui touche aux plateformes de financement. Merci à Arnaud Galabé et à Christian Sory qui ont enregistré cette conversation à l'école alsacienne, que nous remercions de son hospitalité. Et merci à Nouvelles Écoutes qui produit le Nouvel Esprit Public. Rendez-vous mercredi pour la diffusion des échanges que nous allons avoir avec le public et dimanche prochain pour un nouveau Nouvel Esprit Public.